On en discutait entre nous juste avant que je pousse sur le bouton REC, comme record. Premier épisode du printemps. Pas mal ça, hein? Bon, ben voilà. Il y a une infolettre à laquelle vous devez vous abonner si vous voulez recevoir des notifications qui indiquent la sortie d'un nouvel épisode et dans laquelle vous trouverez également les liens vers nos news, en tout cas celles dont on ne parle pas dans l'épisode. C'est le fruit de la veille technologique de mes petits camarades et puis également les liens vers les brèves que je vous propose dans le bloc-notes en milieu d'épisode. Mes camarades chroniqueurs de la semaine sont d'un côté un Sébastien. La voix, vous l'avez. Bonjour, bonsoir. Voilà, ce Sébastien. Et le Thierry. Le seul. Oui, le seul. Le seul Suisse. Le seul Suisse de l'équipe. Je parlais de l'infolette, c'est important parce que c'est par là aussi qu'on peut nous laisser de temps en temps des commentaires. Oui. C'est chez... comment on appelle ? Je me trompe toujours de nom, c'est Substract, c'est ça, hein ? Substract. Oui, c'est ça, la plateforme en question. Et donc, toutes les semaines, pas de spam. Hein. Vous pouvez vous abonner les yeux fermés. Le vendredi, hop, on vous envoie ça et vous avez un espèce de résumé de l'actualité telle que nous la voyons en tout cas de la semaine. Et puis si vous voulez nous entendre les voix chaleureuses et amicales de nos amis chroniqueurs, bah là il y a d'autres news effectivement et sur le site lestechno.be, là vous avez également accès à nos différentes sources, idem dans la description de chaque épisode. Tu voulais rajouter un truc Thierry ? Oui, il n'y a pas de R, excusez-moi, c'est Substack et c'est je savais. joie de recevoir des newsletters sur lesquels vous pouvez réagir. Voilà, oui, je suis en train de remettre mon login sur mon app mobile puisque j'ai plein de comptes à reconfigurer. C'est quand on change de téléphone. Génial. Voilà, quand on change de téléphone, les applications suivent, mais pas les comptes nécessairement. Pas les logins. Pas les logins. Voilà. On peut passer au premier sujet. Vous êtes prêts ? Partez, oui. Allons-y. Tiens, voilà. Quand on fouille votre portable, Sébastien, on parle de contrôle aux frontières, et en particulier aujourd'hui aux frontières américaines. Oui, je m'étais dit que je ne ferais pas trop de sujets liés à la géopolitique, et finalement, bien qu'il ait l'air, c'est pas tellement un sujet lié à la géopolitique, parce que c'est pas un nouveau sujet, mais il prend un peu plus de relief et un peu plus d'importance à cause de la situation qu'on connaît. Et pas plus tard que ce matin, j'écoute la matinale de France Inter le matin, il y avait un avocat qui était interviewé à ce sujet-là. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de sortir ce sujet que je regardais déjà depuis une semaine ou deux, sans le mettre dans la conduite des techno et de le mettre là. De quoi il s'agit ? Il s'agit du contrôle aux frontières quand on rentre aux États-Unis. J'ai appris des tas de choses. J'ai appris que les douaniers ont le droit de demander d'ouvrir votre laptop ou votre portable. Et ils ont le droit de demander votre mot de passe pour aller regarder ce qu'il y a dans votre portable ou dans votre laptop, votre ordinateur portable. Alors, vous avez le droit ? Ben oui. En fait, le 4e amendement de la Constitution protège les citoyens américains, ou toutes les personnes sur le sol américain d'ailleurs, de recherche intempestive de la police. Il faut normalement ce qu'on appelle en anglais un warrant, donc un ordre d'un juge dans le cadre d'une enquête. Il se trouve qu'aux frontières, on n'est pas encore tout à fait sur le territoire américain, on n'est plus tout à fait sur le territoire européen, on est dans un espèce de no man's land là, où la loi s'applique pas exactement de la même façon, et donc c'est reconnu, et c'est pas nouveau, c'est pas depuis l'administration Trump là maintenant, c'est depuis plusieurs années, les polices aux frontières ont le droit de vous demander de fouiller votre portable. Il y a quelqu'un qui disait, fouiller ma valise c'est bien, ça c'est les trucs avec lesquels je voyage, mais fouiller mon portable, c'est un peu comme s'ils se donnaient le droit de rentrer dans ma maison et de faire une perquisition dans ma maison aussi, parce qu'on a tout l'historique là derrière également. Ouais. Alors quelques chiffres, 2016, c'était 19 000 recherches. 2016, hein, il y a presque 10 ans. Et l'année passée, selon les chiffres de l'administration, 47 000 devices. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un agent donc 47 000 recherches.
Donc c'est que 0,01% des gens qui rentrent aux États-Unis, c'est pas énorme, mais ça peut nous tomber dessus. Et je sais que Thierry, tu vas régulièrement aux États-Unis. Moi, j'y vais 2-3 fois par an pour le moment aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pas grand-chose, parce que si on est citoyen américain, ils peuvent pas nous interdire de rentrer sur le territoire. Et donc là, on peut dire non. Je refuse de vous donner mon mot de passe, ou j'éteins mon téléphone, ce qui avait un peu problème, parce que quand on le rallume, il faut le mot de passe. Et si on est citoyen américain, ils ne peuvent pas vous interdire de rentrer, donc vous pouvez refuser. Si vous êtes un resident, donc un immigré légal, que vous avez une carte verte, que vous êtes autorisé à vivre là, ils peuvent vous refuser l'entrée. Ils vous dire, vous ne respectez pas. C'est pas vraiment les lois, mais c'est les usages et coutumes du pays dans lequel vous habitez, et donc vous pouvez pas rentrer. Et je parlais à des collègues français qui habitent aux États-Unis pour le moment, ils me disent certains qu'ils ont peur pour le moment de sortir en se disant qu'ils ne pourront peut-être pas rentrer, alors qu'ils ont leur boulot, leur famille, les enfants à l'école, etc. Et perdre leur carte verte, donc leur permis de travail, en gros. En tout cas temporairement, le temps de déclencher une procédure judiciaire qui coûterait très fort. Et pour nous qui sommes ni résidents ni citoyens américains, on peut dire non aussi. Mais eux peuvent dire non, vous rentrez pas, tu reprends l'avion dans l'autre sens et tu repars d'où tu viens. Alors ce que j'ai appris aussi, c'est qu'ils peuvent demander le mot de ils peuvent pas demander le mot de passe. Donc ils peuvent t'obliger à mettre ton doigt sur ton détecteur Touch ID si tu as du Touch ID, ou mettre le téléphone devant ton visage. Ça ils peuvent faire, mais pas demander le mot de passe. Donc les associations qui s'occupent de respect de la vie privée disent désactiver les authentifications biométriques, ou plus subtil, éteignez le téléphone. Comme ça, quand vous le rallumez, vous devez rentrer le mot de passe, c'est obligatoire. Et si vous le donnez pas, ils peuvent pas vous obliger à le faire. Alors que dit la justice aussi? C'est super compliqué, parce que la justice est au niveau fédéral, et donc est au niveau des États, et donc il n'y a pas une règle. Ce que dit la Cour suprême en 2014, donc il y a plus de 10 ans, c'est qu'il faut un warrant, donc un ordre de justice, pour fouiller le téléphone de quelqu'un sur le sol des États-Unis. Et donc il y a cette zone grise qui n'est pas couverte pour le moment. Et puis ça dépend par État ou groupe d'États. Si vous rentrez dans New York, il y a une loi spécifique à New York qui dit qu'ils n'ont pas le droit de fouiller votre téléphone portable. Point. Donc si vous avez un doute, vous prenez un vol vers New York et puis de là vous prenez une correspondance à l'intérieur. C'est une solution aussi. Enfin voilà, c'est un article qui est sorti sur un site d'une association très très sérieuse qui s'appelle l'Electronic Frontier Foundation, qui est une ONG aux États-Unis qui défend la vie privée en général, et qui a publié cet article, qui a été repris par plein de sites tout aussi sérieux. Celui que je vous ai mis dans les notes, si vous scrollez un peu dans votre application de podcast ou sur YouTube, c'est celui de The Verge, mais vous allez trouver la même information ailleurs. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne savais pas qu'un douanier avait le droit de fouiller mon portable. Je vais peut-être devoir aller aux États-Unis. Pour moi, la prochaine fois, ça sera en juin-juillet. Je me demande si je vais pas prendre j'ai un vieil iPhone. Je vais juste configurer mon mail et rien d'autre dessus et partir avec le retour du Nokia 3210. Non, mais vous rigolez, mais tu disais, on essaye d'éviter les sujets de ce type, enfin pas de ce type-là, parce que ici ça va. Celui-là est un peu limite. Voilà, mais je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une stagiaire qui préparait un second stage et qui s'apprêtait à partir en Chine. Et c'est exactement ce qu'on lui disait pour partir en Chine. C'était de partir avec un autre téléphone, avec pas ses comptes vers les réseaux sociaux, etc. Enfin, et c'est quand même, voilà. Et là, on parle des États-Unis aujourd'hui, de la même manière ou quasiment. Donc, ça pose quand même pas mal de questions. Ceci étant dit, est-ce qu'on a fait le tour du portable? À défaut de faire le tour des États-Unis, je pense que oui. Passons à la suite. Oui. Les Suisses, bientôt, la panne de jus. À cause de l'intelligence artificielle, Thierry. C'est terrible. Oui. C'est terrible. Achetez-vous des piles. Oui. Faites plus de lac. Oui, c'est pas bête. Non, mais je pense que l'énergie hydroélectrique va avoir
nouvelles nouveaux beaux jours, parce qu'effectivement, c'est l'EPFL qui s'est cassé les dents sur ça. Les touristes, quand ils remontent la montagne, on dit, prenez votre seau d'eau, s'il vous plaît. Il faut faire remonter l'eau. Ramener de l'eau. Ramenez l'eau en haut. Au lac. Il n'y a pas le feu au lac, mais il y a il faut remonter compteur l'eau. électrique. Voilà, exactement, c'est ça. parce que c'est un vrai problème. Alors, ce problème, on l'a partout, mais il se trouve que je vais vous parler d'un autre sujet sur l'IA ici en Suisse, donc ça fait un peu le lien par rapport à ça. On avait parlé de légiférer aussi l'usage de l'IA. La Suisse se penche sur la problématique très très sérieusement. Et comme pour enchaîner, pour suivre le pas de ces précédentes news, c'est l'EPFL qui s'est mise en tête de voir comment on peut optimiser tout ça, parce que oui, on le sait, l'IA bouffe beaucoup d'énergie. Je vous avais trouvé un chiffre pour, par exemple, comparer la recherche d'une IA versus Google pour une recherche traditionnelle. Alors, une petite recherche sur Google, c'est 0,3 Wh. Et si si vous faites la même recherche, mais cette fois-ci sur un ChatGPT, par exemple, eh bien, c'est carrément 3 Wh que vous allez consommer. Ça veut dire que pour notre... pour 10 fois plus, quoi. Oui, voilà. Pour notre consommation, on va prendre cher. Et le PFL est en train de travailler justement sur comment utiliser tout ça. On est aussi carrément dans des reconsidérations sur, ça chauffe, ça génère de l'énergie, ça consomme de l'énergie. On va voir effectivement comment faire pour récupérer ça. Alors, il n'y a pas que les écoles polytechniques de Suisse qui sont là-dessus. Hein. C'est pratiquement un travail qui va concerner pas mal de pays. Mais nous, on a déjà plus de 80 data centers qui sont recensés, qui seront susceptibles d'être concernés par cette augmentation de courant électrique. Et puis... c'est aussi le temps pour la Suisse de regarder ce qui se passe dans les autres pays pour essayer de soit corriger le tir, soit de l'anticiper. Je vous avais parlé dans un autre épisode, je crois qu'il s'appelait le Swiss Alps. J'ai un trou maintenant parce qu'on s'est aussi doté d'un supercalculateur qui est lui aussi mis à disposition pour du GPU en puissance pour des écoles, dont le PFL, mais aussi d'autres écoles, de hautes écoles. Et avec cette problématique de l'énergie, beaucoup se plaisent à dire qu'effectivement, peut-être l'hydroélectrique, on a bien fait de ne pas les vendre. Hein, on a failli vendre nos barrages. Vous le savez peut-être, mais beaucoup de ces barrages, on réinjecte l'eau pour recommencer l'opération de touristes, les seaux. Voilà, les seaux. Ou alors ça se fait autrement avec des pompes, exactement. Moteur mazout. Je suis très content de voir qu'il se passe des choses parce que dans une troisième news, je vais encore vous parler d'intelligence artificielle. Cette fois-ci, la Suisse... je suis assez fier par rapport à cette news, a l'air d'anticiper puisqu'ils sont allés s'amuser à regarder ce qui se passe dans les autres pays. Par exemple, sur l'Irlande, eh bien voilà, ces centres, hein, nous on parlait de 80 centres, 80 centres ici, data centers ici en Suisse. Ben, par exemple, l'Irlande, ces centres représentent à eux seuls 20% de la consommation électrique nationale. Donc après, je sais que vous allez trouver, je vous ai partagé les ressources, voir les considérations, les consommations à l'échelle mondiale. On parle d'un chiffre qui commence à bientôt s'approcher des 10%. On en est encore un peu loin, mais c'est bien parti pour que ça ressemble à ça. Et puis surtout, c'est aussi le constat de voir que l'énergie, il était déjà pas mal consommé sur les réseaux. On a le streaming vidéo, ça je sais que j'enfonce une porte ouverte, qui est un gros consommateur partout dans le monde, mais l'IA va accélérer ce mouvement et la Suisse a envie de s'y préparer. Voilà. Pour le moment, on n'en est qu'à à aborder justement cette problématique. Et puis, nos copains de l'EPFL vont essayer de voir aussi, par exemple, minimiser les modèles, comment les utiliser, comment les optimiser, comment éviter effectivement la redondance et puis les appels intempestifs à ces ressources de calcul qui vont de toute façon consommer trop d'énergie.
Je voyais, j'étais en train de jeter un coup d'œil, oulala, c'est le cri du cœur. Non, mais j'étais en train de passer un peu en revue les histoires d'énergie, de Google, etc. Il y a déjà 2 ans de ça, Google parlait de construire, de s'associer avec une start-up pour construire des mini-réacteurs de centrales nucléaires, avec une start-up qui s'appelait Kairos Power. C'était il y a déjà 2 ans, hein, mais on sentait le vent tourner, manifestement. Peut-être que ce qui a mis le moteur en route, c'est peut-être aussi les crypto-monnaies. Hein. Je rappelle quand même que c'était très gourmand, enfin ça est toujours, le minage est très gourmand en énergie. Et donc peut-être que là, il y avait déjà une mise en œuvre, ou alors avec des visées plus à long terme sur l'intelligence artificielle. Et c'est amusant que tu parles de nucléaire parce que nous, on est sortis, en tout cas, on a toujours la plus vieille centrale nucléaire au monde. En noir et blanc. Voilà, exactement, elle marchait avec des piles. Ouais. Non, mais l'événement qu'il y a eu à Fukushima a sacrément réveillé les consciences et le peuple a voté sur l'abandon du nucléaire. Puis en même temps, on achète de l'énergie à cause du risque de tsunami. C'est ça, le tsunami sur le Léman. Sur le Léman, exactement. C'est un risque. Mais voilà, c'est bien d'avoir prévu ça, parce qu'il peut se passer des trucs. Je voulais revenir sur le chiffre de 3 watts par recherche sur ChatGPT. Oui. Depuis que j'ai une voiture électrique, j'apprends 3 wattheures, pardon. Oui. J'apprends à calculer en wattheures. Ah oui. Avec 10 000 recherches ChatGPT, je fais 200 km en voiture. Ah ouais. 10 000 recherches ChatGPT, c'est probablement quelques secondes sur la planète à l'échelle à laquelle ils opèrent. 200 km en voiture. Moi, j'avais le père d'un ami. C'est pas mal comme rapport. Oui, enfin, chacun ses références. Je vous dis, le père d'un ami qui lui comptait en pain. C'est-à-dire que combien vous coûte une voiture? Ça coûte autant de pain, de grands pains, de pain de campagne, pas dans la figure, non. Enfin, chacun ses références. Je veux dire, voilà. Non, mais c'est vrai que on n'en parle pas assez, mais c'est quand même c'est une contrainte parmi d'autres. Est-ce qu'on doit se mettre cette contrainte sur le dos aujourd'hui? C'est vrai c'est générique à toutes les news qu'on a sur l'intelligence artificielle, c'est que on entend souvent les gens dire ça va remplacer l'humain dans plein de tâches, etc. Oui, mais à quel prix? Je pense que l'être humain a encore de beaux jours devant lui. Il coûte pas très cher finalement. Hein. Parce que son énergie, l'énergie humaine n'est quand même pas très très valorisée, quoi. Si vous avez des questions, des commentaires à faire sur ce sujet et tous les sujets que nous vous proposons en cours d'épisode, n'hésitez pas à le faire évidemment sous la vidéo sur YouTube par exemple, mais également via l'infolettre dont on vous parlait là tout à l'heure et sur laquelle on peut réagir, ou notre site lestechno.be. On peut passer à la suite, c'est là. Et si en plus, il y a des petits malins qui s'amusent à mettre le boxon dans les intelligences artificielles en leur faisant gober n'importe quoi, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de faire absorber par l'intelligence artificielle des infos de toutes sortes, de surcharger un peu ces intelligences artificielles pour quoi faire finalement, Sébastien, tu vas nous raconter tout ça. C'est un ensemble, un faisceau de news qui est apparu dans la presse cette semaine sur un réseau basé à Moscou qui s'appelle Pravda et qui s'est donné une mission assez vicieuse, hein, il faut dire, c'est inonder le web de fausses infos. Jusque-là, vous allez me dire normal, mais spécifiquement pour berner les outils de l'IA. Pravda qui veut dire la vérité. Hein, c'est ce que j'allais dire, je me devance exactement, parce que contrairement à ce que l'on pourrait l'entendre, parce que Pravda veut dire vérité, il n'y a rien de véridique dans ce réseau-là. C'est une immense machine de désinformation qui est pilotée depuis Moscou, et le but, c'est de diffuser des contenus pro-Kremlin, des récits truqués, des fake news, un peu à tour de bras, comme ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas juste balancer quelques posts sur les réseaux sociaux. Là, ici, on parle de très lourd. Hein. En 2024, on estime à 3,6 millions
d'articles de propagande qui ont été créés de toutes pièces sur des sites web qui ressemblent à des sites web légitimes. Et la stratégie repose sur ce qu'on appelle le grooming, encore un anglicisme pour ceux qui ont écouté le dossier de la semaine passée, le grooming des modèles de langage. Donc en gros, ils saturent Internet de contenu bidon en espérant que les IA qui puisent justement sur Internet leur base de connaissances pour entraîner les modèles puissent les ingérer et finir par régurgiter ces faits-là comme étant des faits réels. C'est un peu comme si on gavait du poisson avec du crabe pour qu'il goûte le crabe. Par exemple. Donc c'est une étude de NewsGuard qui est sortie il y a quelques semaines qui montre que les principaux chatbots d'IA qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas été très malins parce qu'ils ont ingurgité tout ça. Et dans 33% des cas, ils ont répété des intox fabriqués par le réseau Pravda. Donc parfois, ils sont même allés jusqu'à citer directement les sources comme étant une source fiable. C'est sur ce site web-là que je l'ai lu. Le site web, il a été monté de toutes pièces. Et donc, les coupables, c'est tous. Je vais en citer 2-3 comme ça, mais la liste est beaucoup plus longue. C'est ChatGPT, c'est Copilot, c'est Gemini, c'est Llama de Meta qui sont infectés par ces fausses news, qui se sont fait manipuler. Alors, ça pose quand même une question, cette affaire. Jusqu'à quel point nos IA sur lesquelles on commence à compter de plus en plus, vous, nous, moi, hier j'étais dans le train encore autour de Paris, je voyais le mec en face de moi qui travaillait un rapport et chaque paragraphe il copiait-collait dans ChatGPT, il revenait avec ChatGPT. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a une personne humaine qui a été identifiée derrière ce réseau, un Américain en plus, un monsieur qui s'appelle John Mark Dougan, qui est ancien shérif adjoint de Floride. Il a fouillé les États-Unis pour des raisons idéologiques, il s'est installé à Moscou, et il est devenu un des acteurs clés de la propagande russe. Donc son truc à lui, c'est de monter des faux sites d'information, de créer des vidéos truquées pour orienter un peu l'opinion publique, et il s'attaque notamment évidemment aux processus électoraux à gauche et à droite, en diffusant des rumeurs bidons, en alimentant les théories du complot, et NewsGuard l'a nommé comme le désinformateur de l'année 2024, après les Oscars et les Césars. Oui, c'est ça, il y a un prix pour ça aujourd'hui, c'est malheureux. Il y a un prix, génial. Alors, les gouvernements commencent à s'attaquer évidemment à ces campagnes de désinformation, ils sanctionnent certaines entités impliquées, mais évidemment c'est loin d'être suffisant, surtout quand on connaît le temps qu'il faut pour réentraîner des modèles, pour les filtrer. C'est ça le truc. Enlever des données c'est pas des gens parce que j'allais dire, c'est quelque chose qu'on avait déjà connu pour des raisons commerciales, là, pas politiques, quoique peut-être aussi politique, de tromper Google, les algorithmes de Google pour mettre en avant des contenus. C'est un peu la version 21e siècle, sauf 2025. Sauf que Google avait à l'époque la possibilité très facilement d'exclure ces sites, il suffisait de les virer de leur database. Ici, c'est vraiment dans le cœur du système, quoi. C'est absorbé par le système de l'intelligence artificielle, difficile de l'extraire. On ne pourra plus l'enlever des modèles qui sont déjà entraînés. Voilà, c'est ça. Telle version de tel modèle, s'il l'a ingéré, c'est fini, on peut plus. C'est comme un virus, mais un virus permanent, quoi. Enfin, on a touché à l'ADN du truc, quoi. En revanche, comme toutes les boîtes sortent des nouveaux modèles tous les 3 mois ou tous les 4 mois, ils peuvent s'assurer que dans le prochain, le jeu de données, le dataset pour parler franglais, soit nettoyé, qu'on enlève. Mais bon, il y a 3,6 millions d'articles, il faut trouver des moyens automatiques, peut-être avec des large language models, pour aller vérifier les sources, vérifier si elles sont fiables ou pas, pour les enlever, parce qu'on peut pas fact-checker, encore pour parler anglais, on peut pas vérifier l'information de chacun de ces sites web-là. Et ça va pas diminuer, puisque comme les large language models permettent de créer plus d'informations facilement, même de l'information fictive, on peut sur un jeu du chat et de la souris, mais exposant 3000 par rapport à ce qu'on faisait avant. Contrebalancer avec de l'information vraie, ça va créer des biais aussi, quelque part. Donc on part un peu, c'est tout pourri, quoi, c'est tout moisi maintenant. Et donc, je voulais juste terminer en disant que nous, qui utilisons ces outils-là, on doit garder notre esprit critique. Bien sûr. Et toujours. Même des outils de qualité. J'utilise de plus en plus Perplexity pour faire des recherches. Parfois, je me surprends à me dire des choses qui sont pas tout à fait correctes. Aujourd'hui, c'était un bête truc sur l'hydratation de... C'était intéressant, c'est anecdote. L'hydratation de la pâte pour faire du pain au levain, le taux d'eau, le ratio entre l'eau et la farine. Ouais. Alors là... il m'a sorti texto que si on mettait plus d'eau dans la pâte, ça faisait une pâte plus sèche. Ah oui. J'ai vu ça et je me suis dit, avec un lien vers une référence. Donc même des outils réputés fiables peuvent... donc les Russes s'amusent à faire ça. Je suis certain que c'est les Russes qui ont truqué ma recette de pain au
levain. Il va inverser les valeurs. Ceci étant dit, on a un chroniqueur qui s'appelle Benoît, il suffisait de l'appeler. Il fait son pain. Il le fait au levain ou à la il le fait à tout. Il le fait à l'ascenseur, au levain, à l'escalator, il le fait avec tout ce qui est possible. Comment est-ce qu'on est parti d'une chronique sur Pravda et la désinformation sur les recettes? C'est ça les technos. C'est ça les technos, effectivement. Enfin, ceci étant dit, c'est pas si anodin que ça, il faut le reconnaître, parce que justement, ces modèles coûtent excessivement cher, justement, à nourrir. On en a déjà parlé dans un hors-série, d'ailleurs, qu'on va republier prochainement. C'était un dossier que tu avais enregistré, justement, à San Francisco, si je dis pas de bêtises. Las Vegas. Ou Las Vegas, pas très loin. Et à l'époque où tu pouvais encore aller aux États-Unis. Et donc, tu nous avais ramené une interview et on va un petit peu, enfin tu surtout, je vais la remonter. Et pour la reproposer, parce que c'était très intéressant, mais elle est un peu perdue dans des épisodes un peu éloignés dans le temps aujourd'hui. Et ça mérite d'être replacé dans nos hors-séries. Ça me permet aussi de parler des hors-séries qu'on vous propose toutes les semaines. On essaye en tout cas de vous proposer jusqu'à présent tous les dimanches. On vous propose un hors-série. Le dernier, c'est un portrait de ce qu'on appelle un product owner. Et donc là, prenez votre dictionnaire anglais-français, parce que c'est bourré de termes anglo-saxons, parce que il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la méthode Scrum, la mêlée pour les Québécois. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup de termes. C'est presque rigolo à écouter. Donc, je le conseille. Et mes amitiés à Geoffrey qui s'est donné pour ce hors-série. Qui voulait rajouter un truc? Après, on passe au bloc-notes. Un petit scoop. Je fais la surprise à mes deux collègues pour ceux qui nous écoutent, puisqu'effectivement, je vous prépare un autre sujet autour de la mobilité, puisqu'avec Sébastien qui est ici présent, on s'est baladé dans le M2. Et bien, la prochaine fois, je vais vous parler du Suisse Métro à Quesaco. Il faudra suivre ce hors-série. Voilà. Donc, le métro qui nous a fait toucher le fond. Hein. Oui, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui parlait de ASMR. Oui, c'est un petit côté. Voilà. Vous écoutez le hors-série, vous allez bien dormir. On a cette possibilité, puisque vous avez vu que nous, en tout cas, de manière volontaire, nous ne mettons pas de publicité autour de nos contenus, donc on s'amuse un petit peu et on teste des choses. Et voilà, et on vous les soumet parce qu'on a confiance en vous et on se dit que vous êtes un bon public et que donc forcément votre avis sera éclairé mais je prédis des centaines de milliers de vues pour l'épisode qu'on a tourné pour le tram avec Sébastien, parce que j'ai tagué nos amis des TL, les Transports Lausannois, et je suis sûr que leurs réseaux sociaux, leur community manager, il va... soyons fous. Alors je le partagerai aussi avec nos amis de la STIB à Bruxelles, la Société des Transports Intercommunaux bruxellois. Voilà, très bien. S'ils ne sont pas en grève, ils répondront. À mon avis, ils ne sont pas prêts de répondre. Je ne sais pas, du côté de Lille ou de Paris, la RATP à Paris. Ilévia, ça s'appelle à Lille. C'est le métro de Lille. Il y a 2 lignes full automatiques depuis 1980. Vous avez des jolis noms. Donc voilà. Et si vous avez la recette du pain au levain, on est preneur aussi. Maintenant, avec toute cette digression, si on passait au bloc-notes, si vous le voulez. Le bloc-notes, ce sont les notes que je bloque, forcément, puisque moi aussi, je lis la presse technologique et que moi aussi, de temps en temps, je veux épingler des petits sujets, parce que moi, je suis pas comme eux, je suis un peu fainéant, je n'épingle que des petits sujets, comme par exemple celui-ci. L'éducation nationale en France a mené une opération de sensibilisation au hameçonnage en envoyant un faux email à plus de 2,5 millions d'élèves. L'objectif est bien entendu d'éduquer les collégiens et lycéens sur les risques de cyberattaques, notamment via les espaces numériques de travail. Cette initiative comprenait un faux lien. Environ 210 000 élèves ont quand même cliqué sur ce lien qui menait à une vidéo éducative sur les risques en ligne et les comportements responsables. La formation d'une durée de 55 minutes, les formations d'une durée de 55 minutes sont animées par des enseignants et un kit pédagogique dédié. L'opération rappelle 2 principes. Plus c'est gros,
plus c'est faux, et si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Moi, je trouve ça une initiative plutôt pas mal. Ça se fait aussi en entreprise. Moi, j'ai eu ça dans ma boîte, et il y a toujours un certain pourcentage de gens qui cliquent, et c'est à eux que s'adresse en fait ce genre de campagne, hein, de sensibilisation, pour dire attention, bah, là, t'as cliqué, c'est ballot, t'aurais pas dû. Et pourquoi t'aurais pas dû? Bah, parce que t'as pas lu, ou tu as trop cru. Ça vous est déjà arrivé à vous d'être testé comme ça, entre guillemets? Non, pas encore. Non, je crois pas que la société pour laquelle je travaille fait ça. On a plein de trainings, de formations. Ça se trouve, ils le font tous les jours. Ils le font tous les jours. Tu te fais avoir tous les jours, en fait. Mais t'es toujours dans la boîte. Bah, voilà. Le but quand on fait ça, c'est pas pour virer les gens. Hein. Non, c'est l'information. C'est pas toujours. FaceTime est accusé de compromettre la confidentialité des utilisateurs en affichant les adresses IP des contacts dans les rapports de confidentialité d'iOS. Bien que cette pratique soit liée à son fonctionnement en peer-to-peer, elle soulève des inquiétudes sur la protection des données personnelles. Contrairement à ses concurrents, Apple ne propose pas de serveur intermédiaire pour masquer les adresses IP, mais des solutions comme un VPN ou un Private Relay pourraient être envisagées. Notez que les adresses IPv6 sont plus longues et donc ne s'affiche pas en entier dans les réglages. Ils n'ont pas prévu assez de caractères. Ça tombe bien. Ça garantit un petit peu plus la confidentialité. Tu voulais te rajouter un truc là-dessus, je pense, Thierry? Oui, ça m'étonne de Apple. Hein. C'est pas pour jouer mon fanboy de la marque de base. Apple, mais de base. Mais voilà, je vous en avais parlé dans un autre podcast. Moi, je m'étais amusé à prendre en photo cette immense pub aux États-Unis sur le fameux hôtel qui avait été hacké avec tout son fichier de client pour rappeler que tout ce qu'il y a dans l'iPhone reste dans l'iPhone. Et là, c'est surprenant. Est-ce que c'est aussi une autre manœuvre pour pousser les consommateurs à aller sur iCloud+, puisque vous avez de quoi masquer votre de chiffrer ou de masquer, parce qu'on passe par les serveurs de chez Apple pour un petit peu triquer le trafic. Et c'est étonnant sur un outil qui a eu de la peine à faire sa place, parce qu'il y a chez Google, Android qui les poussait à aller vers le RCS, hein, tu me corriges si j'ai tout faux, pour unifier justement les messageries. FaceTime est un chouette outil, on peut partager son ordinateur à distance, se faire aider par le petit-fils qui aide son grand-père à mieux faire aller l'ordinateur, les choses comme ça. Et d'avoir ce truc, aller voir les liens, c'est assez fou. On voit effectivement carrément en clair les adresses IP et c'est super facile à accéder, quoi. Ah oui, c'est je suis vraiment étonné. Ouais. Puis a priori, dans la news dont tu parles, il n'y a pas encore de solution, il n'y a pas encore de prise de position de Apple par rapport à ça. Si, une idée, enfin, il y a deux idées qui émergent, le VPN entre autres. Oui, mais bon. À ce jour, c'est encore Oui, c'est ça, c'est porte ouverte, c'est le cas de le dire. Donc, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Allez, on reprend la direction de la Russie. Je vais le refaire. Roskomnadzor. En gros, le régulateur Internet russe, hein, c'est beaucoup plus simple, exige de Google la suppression de 47 VPN du Play Store, invoquant des violations des lois russes sur Internet. Des fournisseurs de VPN bien connus comme 1111 de Cloudflare, par exemple, ou encore Secure VPN sont concernés. Des pannes généralisées ont été observées en Russie, affectant des applications comme TikTok, Duolingo, et même des messageries cryptées comme WhatsApp ou Telegram. Ces perturbations sont attribuées par certains au blocage récent de 1,5 million d'adresses IP de Cloudflare, par exemple, par la Russie. Il est conseillé donc aux voyageurs qui se rendraient en Russie, dans l'idée, d'installer leur application VPN avant leur voyage pour éviter les restrictions. On en parlait aussi peut-être de partir avec un autre appareil, l'appareil de son voisin, par exemple. Un appareil par pays. Oui, c'est ça, un appareil par pays. Alors, il y a des pays, on le sait, qui ont des services de sécurité, et puis il y a des services de sécurité qui ont des pays. C'est le cas de la Russie, par exemple. On passe à la suite, si vous voulez bien. Quand l'administration suisse lorgne vers Meta. C'est un drôle de moment. Ils ont choisi un drôle de moment en Suisse pour s'intéresser à la société de Mark Zuckerberg. Oui. Alors,
Je vous partage cette news parce qu'en fait, je suis épaté de savoir qu'ils partagent le fait qu'ils sont en train de tester la chose. L'administration fédérale suisse est en train de tester un modèle que vous pouvez tous télécharger, hein, que ce soit au travers de l'AMA ou d'autres solutions qui vous permettent comme ça de les tourner en local. C'est ce que fait l'administration dans l'idée de créer un chatbot, je crois qu'il s'appelle Chat SwissGov ou un truc comme ça. On va lui trouver un nom bien difficile. Pour le moment, c'est pas encore officiel, dans le sens c'est pas encore abouti. Ce sont des tests avec l'idée qui se cache derrière, c'est de pouvoir mettre à contribution cette version un petit peu customisée pour notre pays, pour par exemple aider Météo Suisse pour les prévisions météo, pour aussi faciliter les démarches administratives pour certains secteurs de l'administration suisse. Moi, je suis épaté de savoir, comme je vous le dis encore une fois, que l'administration suisse annonce clairement qu'ils sont en train de tester la chose. J'ai pas trouvé par contre la raison de ce choix, parce que c'est vrai que maintenant vous installez toutes sortes d'outils. Je ne vais pas faire la pub, la liste est très très longue, mais elle devient de plus en plus longue, mais on peut de plus en plus facilement installer des choses en local, c'est-à-dire comme on le parlait tout à l'heure, il y a ces modèles de langage qui pèsent quelques gigas, ou des plus petits qui sont un peu plus légers peuvent assez bien tourner sur un ordinateur sans être connecté à Internet, pour autant qu'il n'y a pas de virus russe dedans. Et on peut imaginer après le façonner, le mettre à contribution pour après de futurs usages. Alors c'est ce que fait la Confédération pour aller dans le sens de ce qu'ils ont fait. Là, je suis épaté de nouveau, hein, c'est la soirée épatement, parce que en plus, je vous ai trouvé 3 sujets IA, tous en relation avec la Suisse. Dingue. Le troisième, ça sera aussi ça. Et je suis épaté que ça va très vite. Je vous avais parlé de la régulation, de l'usage de l'IA, parce que là-dedans, ce test avec l'administration revient la mise en avant justement du cadre légal qu'il faut créer. On avoue ici en Suisse s'inspirer, regarder ce que fait l'Europe sans forcément tout prendre, hein. On est un peu comme ça, nous, les accords bilatéraux, c'est on prend le meilleur, on vous laisse les trucs un peu moins bien, et puis nous on fait à notre sauce, et puis comme ça on sera un peu euro-compatible, puis on aura des trucs similaires. Maintenant, je n'ai pas vu dans le calendrier, dans l'article, le calendrier pour la mise en place de tout ça, et je pense qu'on va aller au-delà de ces premiers exemples d'usage. Et je serais très étonné de savoir ce qui va en sortir comme conclusion. Moi, la question que je me pose, c'est, peut-être que Sébastien, tu as la réponse, c'est pourquoi ce modèle de langage et pas un autre, sachant qu'il vient des choses assez intéressantes sur le marché, j'ai envie de dire dans ce qu'on peut se procurer et installer en local. Et puis c'est assez excitant comme période, parce que pour m'être amusé à le faire sur mes ordinateurs, je vois que de plus en plus on se challenge, et il ne se passe pas une semaine sans qu'un dépasse l'autre. Oui. Là, il y a par exemple des choses en matière de génération d'images qui commencent sérieusement à faire flipper, parce qu'il y a des très très beaux résultats. On est bien loin des problèmes de doigts, de machin, de texture. Et ces modèles de langage, comme tu le disais aussi, Marc, ils évoluent, ils se perfectionnent. Voilà, je fais le petit parallèle pour terminer cette news avec le fait que notre administration aime bien les outils Microsoft. Ça commence un petit peu à m'énerver, sachant qu'on avait bossé sur un cloud souverain. Je vous invite à aller voir, et là c'est une première pour moi de vous faire la pub pour un autre podcast, c'est celui de Micode, qui a reçu effectivement un grand nom du cloud, et qui vient expliquer pourquoi c'était possible en France d'avoir un cloud souverain. Et j'ai envie de faire le parallèle avec justement les modèles de langage, puisqu'il y a des exemples aussi européens. Oui, bien sûr. Et pourquoi on ne ferait pas aussi en Suisse? Il faut investir. Il faut investir maintenant. Ça fait je sens que Sébastien, tu l'as touché. Oui, je lui ai lancé plein de trucs. Tu vois, tu lui tires le poil du nez. Le poil du nez,
petite larme qui vient à l'œil, et là, ça va être Il va tout arracher. Ah, il va tout arracher. La souveraineté, c'est pas qui fabrique la technologie, c'est quel contrôle on a, quel contrôle on a sur la technologie, le contrôle, comment je peux m'assurer, etc. Et les modèles de méta, tu me posais la question pourquoi eux et pas un autre. Moi, j'ai envie de répondre pourquoi pas. Techniquement, ils sont bons, et ils ont un avantage. Ils tombent dans ces catégories de modèles qu'on appelle, avec des énormes guillemets, on en a déjà parlé dans les technos, open source. Il n'y a rien d'open source, sauf qu'on peut les télécharger. Donc ça veut dire que l'administration suisse peut décider d'installer ça sur ses data centers, sur son supercomputer, et pas utiliser les modèles à ce service proposés sur le site de Google. Ça veut dire que les données vont rester en Suisse, on contrôle ce qui rentre, ce qui sort, etc. Et donc pourquoi pas. Je crois que certains modèles de Mistral sont disponibles aussi en code. Ça me fait mal à chaque fois de dire désolé, open source. Donc ils auraient pu choisir Mistral. Après, il peut y avoir des relations privilégiées, des questions de contrat, pourquoi pas DeepSeek et autres. Pourquoi pas DeepSeek et aussi quote en open source. Mais contrairement à ChatGPT ou Microsoft, qui à ma connaissance ne permet pas de télécharger, d'installer les modèles en local. Et pour les nourrir, ces modèles d'information, parce qu'ici on parle des horaires de bus par exemple, ou des horaires des administrations, c'est du texte. Donc on donne ça sous quelle forme, et est-ce que ça diffère d'un modèle à l'autre, la manière dont on va le nourrir? Eh bien, je vous invite à réécouter le dossier qu'on va publier normalement la semaine prochaine. Je le savais. Parce qu'on va expliquer tout ça. Quelle bande de pros. Une fois que le modèle est entraîné, on peut plus le changer. Point. Non, il est là. Voilà. C'est un fichier. C'est comme on peut plus le changer. Il y a différentes manières pour lui amener de nouvelles informations. On peut continuer son training, c'est ce qu'on appelle du continued pre-training. On peut régler certains paramètres pour qu'il soit biaisé pour répondre plutôt d'une façon que d'une autre. Ça, c'est plus pour lui donner un ton, un style de réponse. Ça s'appelle du fine-tuning. Mais si on veut vraiment lui apporter des modèles, des données neuves, il faut mettre ces données dans une base de données à côté, faire une recherche quand un utilisateur pose une question sur la base de données, prendre les réponses qu'on a trouvées dans la base de données, les mettre dans le langage, dans le modèle pour que lui fasse une réponse polie avec une phrase, avec un sujet, un verbe. Et il s'entraîne au fur et à mesure qu'on l'interroge. Il ne s'entraîne pas vraiment. La donnée est à l'extérieur du modèle, dans une base de données dite sémantique qu'on va rechercher avec des vecteurs, etc. C'est ce qu'on appelle de la recherche augmentée par génération, Retrieval Augmented Generation, et on vous expliquera tout ça super bien dans un série à venir, un dossier à venir dans les technos. Tu vois, le fameux RAG, effectivement. Je tiens à signaler que c'est peut-être la première fois que ça se produit, mais parmi nos liens, puisqu'on vous propose les sources vers les infos ou les sources d'informations qu'on vous propose dans chaque épisode, et pour la première fois, vous aurez droit à un site en suisse-allemand. Voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai pas résisté. Le Tagesanzeiger, oui. Donc voilà. Oui, 2/3 de notre économie se trouve en Suisse allemande. Vous n'êtes pas sans savoir que Zurich abrite OpenAI, Google, Facebook. Poutine. Non. Alors c'est d'autres institutions. Je crois que ça s'appelle des banques, mais ça c'est. C'est un détail, effectivement. Tout ça pour dire qu'effectivement, on vous met les sources. Il y a aussi un article en français, on vous a pas non plus, voilà, et puis on a des outils pour traduire maintenant, c'est très bien tout ça, c'est technologique, je sais pas comment ça marche, mais c'est bien. Une fois faire autre chose, parce que nos chroniqueurs, de temps en temps, pas tous, regardent la télé, vont au ciné, etc., et d'autres lisent. Incroyable. C'est incroyable. Il a du temps pour faire ça. Sébastien, il a lu. C'est ça. Ouais, avec un paquet d'Alka-Seltzer ou de paracétamol à côté de moi, je peux vous dire, parce que j'ai pas choisi le truc le plus facile à lire. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Si Einstein avait su, et je vous le montre à l'écran si vous nous regardez sur YouTube, écrit par Alain Aspect, oula, il y a ma caméra qui essaye de zoomer, qui est prix Nobel de physique. Ce bouquin nous embarque dans une aventure scientifique où s'affrontent deux géants, et il est passionnant à lire. Les deux géants sont d'un côté, à ma gauche, Albert Einstein, à ma droite, Niels Bohr, B-O-H-R, Bohr. Et au programme, des désaccords légendaires, des expériences, des applications qui pourraient bouleverser notre quotidien, puisqu'on parle souvent d'informatique quantique dans les technos. Et bien là, j'ai enfin compris
une partie de l'informatique quantique. Alors, je vous avoue que je suis pas descendu au niveau des équations, etc. Il y en a beaucoup, mais on peut passer ces chapitres un peu plus rêches pour s'intéresser à la méthode scientifique. Le contexte, c'est le clash d'idées. Le point de départ, en tout cas, c'est le clash d'idées entre Albert Einstein et Bohr. On est dans les années 20, 30, la physique quantique débarque, ça bouscule tout. Niels Bohr défend l'idée que les particules n'ont pas d'état défini tant qu'on ne les mesure pas. Donc, en gros, on est dans une espèce de flou artistique permanent. C'est l'observation qui fixe la réalité. C'est une vision qui est assez déroutante, encore aujourd'hui, et même pour moi après avoir lu le livre. Einstein, lui, il peut pas encaisser cette incertitude. Pour lui, les particules ont des propriétés bien réelles, qu'on les mesure ou non. Et avec des collègues, un monsieur Podolsky, un monsieur Rosen, il met au point en 1935 un théorème qu'on appelle le paradoxe d'EPR. EPR de Einstein, Podolsky et Rosen, ce sont les trois initiales des trois chercheurs. Il imagine deux particules intriquées. Retenez bien ce nom parce que je vais encore en parler beaucoup dans les 5 minutes qui viennent. Donc des particules intriquées, c'est des particules qui sont connectées, même si elles sont à une grande distance l'une de l'autre. Donc si on mesure une, on connaît instantanément l'état de l'autre. Donc ça ressemble un peu à une transmission d'informations, mais plus rapide que la lumière. C'est ça qui embête Einstein. Il dit c'est de la télépathie particulière. Pour Einstein, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Un espèce d'effet papillon. Il parle d'action fantomatique à distance, et donc pour lui c'est une faille dans le modèle de physique quantique théorique tel qu'il existe à ce moment-là. Il dit il doit y avoir des choses qu'on ne comprend pas, il doit y avoir une autre théorie. Donc il commence à discuter entre Bohr et Einstein. C'est pas que dans les publications scientifiques, ils se réunissaient tous les ans, ces gens-là, et ça j'ai appris en lisant ce livre aussi, par un congrès des physiciens théoriques, un congrès international des physiciens théoriques qui se fait quasiment tous les ans, organisé. Exactement. Tu savais ça? Moi, je le savais. Organisé par Ernest Solvay. Solvay, qui est un grand nom d'industrie en Belgique, encore une école d'ingénieurs très réputée qui s'appelle l'école Solvay à Bruxelles. Ah oui, je t'ai envoyé la photo avant. Je le savais. Mais je le savais quand même. Parce qu'il y a plusieurs photos à différentes années. Einstein est tout à droite. Et donc... voilà. Sur cette photo, c'est incroyable. On a Solvay évidemment, mais on a De Broglie, Marie Curie, Poincaré, Einstein, Bohr. T'imagines la quantité de matière grise, et c'était à l'hôtel Métropole tout près de la Bourse à Bruxelles, l'hôtel qui n'existe plus. Une des dernières photos, je ne sais plus, quelques années plus tard, c'était dans une, comment on appelle ça, une bibliothèque qui porte le nom de Solvay, la bibliothèque Solvay à Bruxelles, près du cinquantenaire. Voilà, pour ceux qui connaissent. Il y avait cette photo-là. Ouais. Alors, fast forward 30 ans plus tard, 1964, un Nord-Irlandais, John Bell, il décide d'aller plus loin. Il propose des équations qu'on appelle les inégalités de Bell. Donc c'est une méthode, grosso modo, pour trancher le débat. Son idée, c'est de tester si les corrélations entre les particules intriquées, souvenez-vous des particules qui peuvent communiquer entre elles, en tout cas avoir le même état, même si elles ne sont pas physiquement ensemble. Donc si ces corrélations entre particules pouvaient s'expliquer par des équations, des variables cachées locales, comme le voudrait Einstein, ou si ça défie complètement notre intuition classique, comme le pense Bohr. Si ces inégalités sont violées, ça veut dire que la vision d'Einstein ne tient pas et que la nature est intrinsèquement non locale, que les particules peuvent communiquer entre elles même si elles sont à distance. Donc deux particules intriquées peuvent être liées entre elles, partager le même état, même s'il n'y a pas de communication classique. Entre ici notre Français, Alain Aspect, celui qui a écrit le livre. Lui, il veut faire sa thèse en physique. On est au début des années 80, encore 20 ans après. Et lui décide de choisir comme sujet de thèse de mettre en place une expérience. Donc lui, c'est pas un physicien théoriste, c'est un physicien pratique, un expérimenteur. Mettre en place une expérience pour mesurer, pour vérifier les inégalités de Bell. Et donc pour trancher le débat, est-ce que c'est Bohr qui a raison si les inégalités se vérifient, ou est-ce que c'est Einstein qui a raison si les inégalités se vérifient pas? Et c'est ça la partie, moi qui m'a vraiment passionné dans le bouquin, c'est la construction de cette expérience. Il a mis 7 ans
pour réaliser des machines capables d'émettre des photons intrinsèquement liés et puis de les mesurer à une distance suffisamment grande pour qu'ils soient plus l'un proche de l'autre sans que les mesures de l'un influencent les mesures de l'autre. Enfin, ce sont des machines extrêmement compliquées où il a dû faire appel à des ingénieurs en optique qui travaillaient à l'Institut d'optique de Paris, tout près de l'université de Saclay. Il a pu bénéficier de pontes en matière d'optique également. Il a pu parler à John Bell qui travaillait au CERN, Thierry, à Genève, pour aller faire valider ses hypothèses. Il a vraiment travaillé très progressivement et il explique dans le livre vraiment sa démarche scientifique pour valider étape par étape les résultats, pour être certain que les résultats qu'il obtienne soient blindés. Et début des années 80, bingo, il arrive à prouver, à faire sa révolution, parce que, j'ai perdu où j'en suis dans mes notes, parce que il arrive à montrer que les inégalités de Bell sont violées, et donc qu'Einstein s'est trompé, et que Bohr avait raison. L'univers fonctionne de manière non locale. Deux particules intrinsèques, intriquées, des particules quantiques séparées peuvent partager le même état. C'est la base de l'informatique quantique aujourd'hui. Il explique dans le livre que le jour où la nuit où ils ont fait, après 1000 validations de leurs calculs, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Il a appelé son épouse, parce qu'il travaillait là-dessus depuis 7 ans quand même, et est arrivé au labo avec du sauterne et du foie gras. Ils ont tous célébré autour de la machine le résultat des travaux. Alors c'est une petite révolution quand même, parce qu'il confirme que la mécanique quantique, aussi bizarre que ça puisse nous paraître dans un esprit logique, eh bien ça décrit bien la réalité, c'est pas juste une curiosité théorique, et c'est sa découverte qui a vraiment ouvert la voie à l'informatique quantique, à la cryptographie quantique. Je vais toucher un petit moment aussi, un mot dans un petit moment aussi, parce que l'intrication des particules, ça permet de sécuriser des communications de façon absolument inviolable. Imaginez si j'arrive, pour émettre une clé de chiffrement quantique, j'émets des particules intriquées, et je t'envoie les particules à toi de l'autre côté. Il suffit que je change les particules de mon côté et les tiennes seront changées aussi. Et si quelqu'un s'intercepte ou essaye de changer quelque chose, ça va fausser la liaison et donc les clés ne seront plus valides. Donc il n'y a plus de man in the middle possible. On a résolu un des problèmes les plus difficiles en cryptographie qui est l'échange de clés. Figurez-vous qu'il y a un algorithme qui permet de faire ça, le BB84, qui date de 1984, donc un peu après la découverte d'Alain Aspect, qui n'a pu être implémenté qu'avec des vraies machines quantiques que récemment, mais j'ai vu qu'il y avait des implications commerciales de Toshiba notamment, d'IBM. Ils ont des solutions commerciales pour implémenter cet algorithme quantique basé sur la théorie de Bohr et donc validé par monsieur Alain Aspect qui 20 ans après, 40 ans après, en 2022, donc il y a 3 ans, il a reçu le prix Nobel de physique. C'est pas rien quand même, le prix Nobel de physique, pour avoir réalisé cette expérience et donc validé ainsi les théories de Bohr. Donc c'est un peu plus qu'un livre juste de science, c'est vraiment une plongée dans un débat de l'histoire de la physique, parce qu'il explique ces conversations, ces pensées entre ces grands esprits qui étaient Bohr, Einstein et tous les autres depuis les années 20, et comment il aura fallu plus de 60 ans finalement pour arriver à mettre une expérience. Moi, ce qui m'a fasciné, je le répète, c'est l'explication de la mise en place de l'expérience, la quantité de contacts qu'il a dû avoir dans des labos de recherche en gauche à droite, de faire valider des idées, des équations, de discuter avec les autres. C'est lui qui a reçu le prix Nobel de physique, mais il a travaillé pendant 7 ans avec des tas d'autres personnes. Donc si vous vraiment vous aimez des histoires de découvertes scientifiques, vous ne laissez pas rebuter par le début du livre qui est un peu rêche, parce que là il explique les équations de Bohr, il explique voilà. C'est un peu rugueux. Alors, lui dit qu'il l'explique de façon abordable pour tout le monde dans le cœur du texte, et qu'en fin de chapitre, il y a un pour aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment rentrer. Moi, j'avoue que même avec le cœur du texte, j'étais perdu. ça chacun son niveau, hein, c'est comme ça. Exactement. Voilà. Mais en fin de chapitre, il met aussi un petit résumé qui s'appelle l'essentiel, où il résume globalement ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là, ce qui m'a permis de passer les 4-5 chapitres un peu plus rugueux du début, puis d'aller dans l'histoire de son expérience qui est très intéressante. Voilà, Alain Aspect, si Einstein j'avais su, chez Odile
Jacob, et ça vient de sortir, c'était en février ou mars cette année. Et peut-être que vous aurez dedans la réponse à une question qui me taraude depuis là tout à l'heure, sur cette fameuse photographie prise au premier congrès Solvay en 1911. 2 personnes n'ont pas de moustache. Marie Curie, ça me semble assez évident, et une autre personne, et peut-être que la réponse, c'est Où es-tu, Charlie, hein, et donc il n'a pas de moustache, et je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et c'est le voyageur intemporel. Et tout le monde lui tourne le dos. On fait pas attention à lui. Je pense que ça lui donne un petit genre efféminé de ne pas porter de moustache à l'époque. C'est un truc comme ça. Non, mais c'est passionnant. Il faut reconnaître que c'est une époque passionnante. Et vous noterez au passage, et là, je vais me faire attraper à un moment donné, vous allez voir, je vous noterai au passage que personne ne fait de salut nazi. Passons à la suite, si vous voulez bien. Et c'était loin d'être des cons. Comme quoi, les temps changent. Quand c'est dispo, avant tout le monde en Suisse, j'ai vu un truc avec marqué pipi. Oui, c'est l'ancien titre. C'est l'ancien titre. C'est très bizarre. Voilà, c'est les joies du live. C'est celui de la semaine passée. Ça. C'est ça, voilà, c'est un petit voyage dans le temps. Je rectifie ça pendant que Thierry nous explique que... Oui, voilà. Moi, je vais vous dire que pendant tout le temps qu'on a échangé pour faire ce podcast, je suis allé sur une page, une page de Google. Et j'ai pas arrêté de faire refresh, puisque aujourd'hui, le 26, ni plus ni moins qu'aujourd'hui, hein, à l'heure où on enregistre, enfin au jour où on enregistre cet épisode, eh bien, ça y est, lancé en 2024 aux États-Unis et étendu pour d'autres pays, Google a lancé son fameux AI Overview. Vous savez, quand vous faites une recherche sur Google, eh bien, vous aurez bientôt, mais pas vous, en Europe, voilà, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Alors, j'étais très fier de trouver cette news qui remplace le bug de l'an 2038. Merci Marc de m'avoir dit qu'effectivement dans le précédent épisode on avait déjà parlé de cette news, et là j'ai une nouvelle très très fraîche puisqu'elle date d'aujourd'hui. C'est disponible alors au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, voilà, tiens, ça sera pas mal, en Espagne, en Irlande, en Italie, Pologne et Portugal. Et nous, les Suisses, on est les premiers à avoir pu aussi bénéficier de la mise en place de cet outil qui va faire une synthèse entre les outils de recherche Google traditionnels, mais avec justement ce côté synthèse rapide. On l'aura ça va apparaître en haut à droite des recherches, et c'est Gemini derrière qui va vous faciliter ça en vous proposant effectivement une sorte de synthèse. C'est une belle réponse. Après, on reviendra sur la question de l'énergie consommée et puis la pertinence d'un tel outil. Mais je trouve que c'est un move de Google qui n'est pas si bête de se dire c'est vrai qu'on devrait commencer à avoir chaud aux fesses, puisque la plupart des gens que je questionne autour de moi me disent de plus en plus aller sur ChatGPT pour poser une question. Qu'est-ce que je vais me casser les pieds à aller sur un outil de recherche, un moteur de recherche, parce qu'après je dois les lire, je dois répondre. Moi, je veux tout de suite la réponse structurée, synthétisée, ou en tout cas assez résumée pour que je puisse m'en servir rapidement. Dans un souci écologique, moi, couillon de service, qu'est-ce que je fais ? Je passe toujours sur les moteurs de recherche, je suis toujours sur DuckDuckGo, parce que voilà, il n'y a pas que Google dans la vie. Mais c'est vrai, il est vrai qu'à un moment donné, par flemme ou par envie d'aller plus vite, on se retrouve très facilement à faire appel à un outil conversationnel boosté avec son LLM derrière pour dire comment je change les bougies de ma voiture, le modèle c'est ça, l'année c'est ça, et on se retrouve à avoir une sorte de fiche technique instantanée avec toutes les étapes. C'est assez bluffant, c'est assez pratique justement sur ces aspects techniques, les recettes de cuisine, je fais des tests dans plusieurs domaines, et puis voilà, je voulais jouer le cake ce soir parce que j'ai posé à Google la question en quoi consiste le podcast des technos, et pour le moment j'ai la réponse traditionnelle.
Le truc qui est très sympa, c'est de voir que les technos sort en premier, mais sur le podcast.fr, et en second, lestechnos.be, le site officiel de ce même podcast. Donc voilà, l'honneur est sauf, mais ça ne saurait tarder dans les heures qui suivent. Si tu tapes Les Technos podcast, il va te dire Les Technos est un podcast francophone de référence pour tous les passionnés de nouvelles technologies, de culture numérique. Oui, exactement. Et il met source 2 points et il met pas la source. Alors là moi j'ai le podcast.fr qui parle des technos, le podcast.fr comme premier résultat. Mais normalement, vous pouvez imaginer que vous auriez un résumé qui raconte l'histoire autour de les technos, par exemple, pour les infos qu'il aura trouvées. L'article que je vous partage comporte aussi une vidéo qui est mise en avant. Ça s'appelle Search in the Gemini Era. Donc c'est effectivement quelque chose qui avait été annoncé, je crois que c'était quasiment mai 2024, qu'on avait lancé ça aux États-Unis. Ça y est, on arrive avec l'application de cette solution ici en Europe. Et on va voir si ça change la donne de nos habitudes de recherche. Je me pose la question et je la pose à vous deux, puisque je sais que Marc, tu aimes bien les solutions alternatives. Je vous citais DuckDuckGo, mais il y a pléthore d'autres solutions. Est-ce que ça va changer nos habitudes de recherche? Est-ce que ça va aussi nous sensibiliser sur la façon de rechercher? On parlait de consommation électrique. C'est vrai que très souvent, je m'interdis d'aller sur ChatGPT pour faire une recherche. Cette semaine, j'ai essayé, j'ai mis Perplexity.ai comme moteur de recherche par défaut. Parce que j'utilise de plus en plus Perplexity.ai pour faire ce genre de recherche, parce que comme tu dis, il va chercher 3-4 différents sites web qui sont pertinents, et il fait un résumé, et donc j'ai l'information que je veux. Eh bien, je me suis rendu compte que ça marche pas comme moteur de recherche par défaut, parce que j'ai deux usages de Google. Un qui est de rechercher de l'information, et l'autre c'est simplement de rechercher une URL. Je vais sur le site de Microsoft, je tape pas www.microsoft.com, je tape Microsoft, c'est la recherche Google et je prends le premier lien. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Et en plus, c'est pas bien. Non, mais en plus, dans Chrome, quand tu tapes autre chose qu'une URL dans la barre d'URL, il fait une recherche. Et donc, c'est devenu un peu le champ de recherche par défaut, quoi. Mais j'avais configuré justement ce champ de recherche pour aller sur Perplexity. Et donc, ça marche quand je me pose une question, mais ça marche pas quand je cherche un site web. Alors, j'ai pris l'exemple de Microsoft, c'est un peu idiot, mais il y a plein de recherches. Yahoo. Trouver des URL un peu plus compliquées. Mais quand on recherche une information, c'est vraiment bluffant. ChatGPT a cette possibilité depuis plus récemment. Je viens d'essayer, ça marche maintenant. Il est capable d'aller chercher des sites web récents, et donc il n'est pas limité à l'information qu'il a eue dans son entraînement. Il va chercher, comme on l'expliquait avec du RAG tout à l'heure. D'ailleurs, si on demande à ChatGPT c'est quoi le podcast Les Technos, même avec des fautes de frappe, il nous répond que le podcast est animé par une équipe de passionnés dont Marc est ton nom de famille même, animateur, réalisateur, producteur d'émissions de radio et de balado-diffusion. Pas faux. Qu'est-ce que je dise? C'est pas mal. C'est pas faux. D'un point de vue temporel, ça se discute, mais c'est pas faux. Mais voilà. Non, mais il existe aussi d'autres petits outils. On pourrait un jour en parler, périphériques entre guillemets, mais qui utilisent les langages tels que ChatGPT, Gemini et autres qu'on peut intégrer, etc. Et qui concatènent un petit peu l'ensemble de ces modèles de langage. Alors ça, il faudrait qu'on en parle déjà entre nous à l'occasion, mais aussi peut-être dans un épisode, parce qu'il y a un coût à ces applications que eux redistribuent après sur les différents abonnements vers les différents. C'est peut-être une bonne solution pour essayer des choses, d'avoir ce type de service, parce que là c'est un service, c'est pas une intelligence artificielle en soi, c'est un service qui met à disposition différents types de langages à différents degrés, et ça s'installe comme un plugin Chrome, et c'est donc très intégré, et quand on fait une recherche effectivement, même si vous n'avez pas encore l'application dont on vient de parler, enfin le service Google dont on vient de parler, ça le fait pour vous. Ça met en exergue... Sans faire de pub, je l'ai vu dernièrement, parce qu'effectivement, l'abonnement ChatGPT dans les entrées de gamme, c'est 20 balles par mois. Et si vous allez sur Mammouth AI, pour 10 € par mois, vous avez du Claude, du GPT-4o, du O3, du Llama, du Mistral, du Grok, du Gemini, du DeepSeek, du Midjourney, du Stable Diffusion et du Flux.
Donc, après, je pense qu'il y a des limitations, mais on peut commencer à tester des choses pour... J'ai aucune bille chez eux, je ne fais pas de pub, mais pareil. Je trouve l'initiative assez intéressante de se dire... Voilà, faites-vous une idée de ces différents modèles, sans aller jusqu'à les installer en local, parce que la plupart peuvent être installés en local. Mais ça, c'est autre chose. Il faut mais ça peut donner un Polaroid de la situation, de comment ça marche. C'est très intéressant de faire la même recherche sur ces différents outils pour voir comment c'est structuré pour les réponses. C'est amusant à faire. J'ai retrouvé le nom, c'est monica.im et qui est donc sous forme de chat, sous forme d'un petit bouton pour faire un résumé de texte par exemple, et même faire des résumés de vidéos sur YouTube, et est capable de générer des résumés sans doute sur base de la transcription, mais voilà, et ça utilise en l'occurrence OpenAI, O3 Mini, DeepSeek R1, ChatGPT 4, Claude 3.7, Gemini 2.0, etc., etc. Et c'est régulièrement mis à jour. Et il y a je ne vous donne pas le prix parce que je ne suis pas là pour faire leur pub, mais il y a un prix évidemment à payer, mais qui est une fraction de ce que vous auriez à payer si vous vouliez tester chacune de ces... Oui, c'est ça. C'est un des exemples, il y en a certainement d'autres si vous cherchez un petit peu. Et moi, je trouve ça plutôt utile pour se faire une idée de ce à quoi ça peut servir et dans quel cadre ça peut vous rendre des services, mais à utiliser avec parcimonie. Qui ça? Parcimonie. C'est la partie loin. Et donc, voilà. C'était le petit point d'humour ridicule de fin d'épisode, parce qu'on est très fatigué. On va dire ça comme ça. Est-ce que l'un de vous a, sur cet épisode, quelque chose à rajouter? Je ne pense pas, j'en suis pas sûr, parce que Sébastien, il a un rendez-vous depuis 3 minutes. Moi, je veux partir. Oui, il a un rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était bien agréable, et comme toujours d'ailleurs, on vous met tous les liens, comme toujours, dans l'article de ce podcast, dans la description de cet épisode, sur les plateformes de podcast, évidemment, et puis on vous envoie l'infolettre avec d'autres informations, celles dont on n'a pas parlé dans cet épisode, je vous le disais, ce vendredi, et comme tous les vendredis d'ailleurs. Donc abonnez-vous à tout, c'est le plus simple, sur les applications de podcast, sur l'infolettre, etc. Et vous aurez la fête en kit, vous pourrez faire ce que vous voulez avec ça, et ce sera toujours agréable, comme ce fut le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien pour cet épisode et tes fiches de lecture. Merci également à Thierry. Et pendant que j'ai perdu le lien, mais c'est pas grave, parce que je voyais, il y avait Plonk aussi qui était dans la photo dont on parlait tout à l'heure, et ça m'a fait penser à Plonk et Replonk. Plonk et Replonk, des Suisses, des artistes suisses, et qui ont malheureusement périclité en 2022, si je dis pas de bêtises, mais qui avaient un humour ravageur et très belge en même temps. Voilà, il y avait quelque chose chez eux de très décalé. Plonk et Replonk, je vous conseille vraiment. Ça a strictement rien à voir avec ceux dont on vient de parler, mais moi j'avais envie de le placer, évidemment. Merci à tous, passez une bonne semaine. À très bientôt. Salut.